Alors, comme tu le disais, ce n'était que le début de ce que Truth or Consequence allait livrer et de son potentiel et du tien aussi quelque part parce que ce qui est très intéressant aussi dans ce roman, c'est que tu y livres une analyse en tant que, où on reconnaît bien ton regard d'historienne et ta précision de langage, j'ai envie de dire. Une analyse aussi qui est à la fois historique, sociologique, politique. Voilà, c'est tout le potentiel aussi de Truth or Consequence tel que tu le découvres. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance. C'est-à-dire j'ai été très bien servie par le hasard. C'est-à-dire en m'accrochant à ces deux entrées, à ces deux points d'entrée, finalement j'avais mis sans le savoir le doigt sur des éléments très décisifs dans la transformation de ces localités, de cette région. C'est-à-dire que les deux lieux ont été des points d'appui pour la modernisation de cette région. D'abord, la flaque turquoise, c'est-à-dire en réalité, il s'agit d'un lac de retenue d'un énorme barrage qui s'appelle Elephant Butte Dam et qui a joué un rôle très essentiel dans le fait que le territoire du Nouveau-Mexique, c'était d'abord donc un territoire et non pas un État, a pu être intégré dans l'Union en 1920 parce que la construction, la performance technologique, ingénieriale qu'a constitué la construction de ce barrage a donné un gage pour dompter l'eau, dompter la nature et dompter peut-être aussi les habitants un peu fantasques de ce territoire qui donnait beaucoup de fil à retordre aux autorités. Donc le barrage a été un élément tout à fait essentiel pour l'entrée dans la modernité de la région en 1920 et surtout l'intégration comme État dans l'Union des États-Unis, bien évidemment. Et donc en 1950, comme on a vu, le changement de nom de Hot Springs pour Truth or Consequences a été aussi un moment essentiel de la modernisation de la région parce qu'il s'agit finalement, avec cette émission, d'être raccordé par les télécommunications au reste de l'Amérique, alors que c'était un territoire rural tout à fait éloigné, enclavé. Et donc, grâce à l'émission, il y a un palier de raccordement technologique à la modernité et surtout au partage de la culture du divertissement qui passe désormais par la télévision. Donc c'est vraiment étonnant comment ces deux éléments ont été décisifs pour une sorte de montée dans un train, accélération, disons, de l'histoire sociologique aussi, de ce coin, de ce bled, ce bled. Il faut savoir que Truth or Consequences, c'est 6000 habitants, quoi. Bon. Donc voilà. Ce que j'ai découvert aussi en cherchant, c'est que ces deux lieux, le barrage et la petite ville, en fait, étaient liés, je ne pouvais pas le savoir en les découvrant, avaient un lien organique, je dirais, dès le départ, puisque le barrage, sa construction a duré 5 années, et les travailleurs qui ont œuvré pour construire le barrage étaient à quelques kilomètres et n'avaient pas le droit, puisque dans ces cas-là, les travailleurs sont soumis à un régime assez sévère, n'avaient pas le droit de boire,
de jouer, de rencontrer des femmes, etc. Donc ils allaient s'épancher, dans tous les sens du terme, à ce qui allait devenir Truth or Consequences, qui à l'époque, donc dans les années 15-16, s'appelait encore Hot Springs. Donc une fois que le barrage a été construit, terminé, une grande partie de ces travailleurs, même quelques commerciaux, ingénieurs, etc., se sont installés à ce qui est devenu ensuite Truth or Consequences, qui n'était alors qu'un hameau, et qui a pris comme ça une importance dans la région. Donc, pour une historienne comme moi, comme tu disais, je tombe sur un contexte tout à fait passionnant, et plus je regarde et plus je découvre que je ne fais rien moins que me retrouver finalement au carrefour des deux grandes conquêtes de colonisation américaine, c'est-à-dire la conquête de l'Ouest, bien sûr, et la conquête du Sud, c'est-à-dire la guerre contre le Mexique et le fait de pouvoir saisir tout ce territoire qui va devenir le Nouveau-Mexique. Et donc à partir de ces grands mouvements historiques, c'est des mouvements aussi de déplacement de population, il y a une identité et une histoire très particulière de ce qu'on appelle donc le Sud-Ouest, le Southwest américain, qui ne ressemble pas vraiment à d'autres régions. C'est-à-dire que les populations et les activités ne recoupent qu'en partie ce qu'on trouve dans les autres grandes régions au moment de la conquête, dans la constitution des États-Unis. Ainsi, du côté vers l'ouest, dès qu'il y a un petit peu de montagne, on a aussi, comme partout, des activités minières. Et en revanche, plus au sud, plus autour de Truth or Consequences, là c'est du ranching extensif parce qu'il y a très peu d'eau, et puis de l'agriculture avec ce qu'on peut. Et donc on voit là se dessiner une composition très, très, très singulière, et aussi surtout les populations. C'est-à-dire que bien sûr il y a les Indiens, toutes sortes d'Apaches d'ailleurs. J'ai découvert à l'occasion qu'il n'y avait pas les Apaches, mais il y a les Apaches ceci, les Apaches cela, etc. Donc toutes sortes d'Apaches. Il y a eu auparavant des Indiens pré- et post-colombiens qui étaient sédentaires et qui ont construit des architectures de terre assez magnifiques. Bref, c'est une configuration très particulière, et surtout il y a les conquistadors qui, au XVIe siècle, traversent et s'installent bien évidemment dans ce territoire. Et donc, il y a des hispaniques qui sont absolument horrifiés si on les confond avec les latinos qui migrent depuis le Mexique et les autres pays du Sud, bien évidemment. Donc, c'est eux qui forment aussi le territoire, et qui sont en lutte directement avec les Indiens. Et ensuite, il y a les gens de l'Est qui arrivent, les Anglos, comme ils les appellent, et qui ramassent la mise, comme on sait, et qui arrivent après, qui s'installent tout en haut de l'échelle de la structure sociale. Donc c'est un contexte très, très particulier, très passionnant. Donc je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est une tentation insupportable. Il faut bien que je m'arrête. Surtout, il faut bien que je trouve des limites. Parce que, surtout, si je veux écrire un roman, je ne vais pas... Et puis, vis-à-vis de ta tentation du grand tout, comme tu dis. Voilà, hein. Et voilà. là, je crois que tu avais sélectionné un petit passage où Corinne J'étais prise dans mon syndrome du grand tout. Et heureusement, si on peut dire, ma compagne de voyage, Claude, que je présenterai après, qui me connaît bien, je lui explique à quel point tout ça est passionnant, et elle freine mes ardeurs, et elle me dit non, non et non. Tu ne vas pas repartir dans une étude du contexte, des causes et des conséquences, jusqu'à saisir le grand tout.
Trop tard, ma cocotte, pour ta conquête de l'Ouest. Concentre-toi sur l'essentiel. Donc, j'en conviens avec elle, on tombe d'accord, et rien de tel qu'un fou rire pour clore la séquence académique. Et avec elle, ça se terminait souvent par des fous rires, fort heureusement.